Hola, muy buenos días, buenas tardes, Bonjour à gracias. tous. Merci de vous connecter à cette session d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé sur la pandémie par COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi 1er septembre. Je suis Sébastien Oliel du département de communication de l'OPS et cette session, comme toutes les semaines, durera environ 1 heure. Rappelez-vous que vous pouvez nous envoyer vos questions à travers du forum et nous avons déjà reçu vos questions à travers le courriel. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et vos médias dans vos questions. Je vous rappelle que nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français et que vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre en cliquant sur le globe interprétation aujourd'hui. La directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de l'évolution de la pandémie dans les Amériques et vous mettra à jour sur la vaccination dans la région. Avec le docteur Carissa Etienne, nous avons le docteur Jabaz Barbosa aujourd'hui, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Enrique Pérez, qui est de la gestion d'information et d'évaluation de risques, Jairo Méndez Rico, conseiller en maladies virales émergentes à l'OPS. Je demande au docteur Étienne qui nous parle de la mise à jour régionale. Merci Sébastien. Une très bonne journée à vous toutes et tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse. Cette dernière semaine, le continent américain a signalé plus d'1,6 million nouveaux cas de COVID-19 et juste en dessous de 22 000 morts liés à cette pandémie. Les infections augmentent en Amérique du Nord, où les taux d'hospitalisation chez les jeunes et les adultes en dessous de 50 ans sont plus élevés aujourd'hui qu'à n'importe quelle autre période de la pandémie. Dans les Caraïbes, Sainte-Lucie et Porto Rico signalent de taux élevés de nouvelles infections et la Jamaïque connaît son plus haut taux de morts dû à la COVID et ces hôpitaux deviennent pleins. Les flambées accélèrent également dans plusieurs pays d'Amérique centrale, surtout au Costa Rica et au Belize. En Amérique du Sud, les infections sont plutôt en déclin, avec quelques exceptions. Au Venezuela, on observe un plateau et au Suriname, la transmission a augmenté depuis maintenant 4 semaines. Si l'on observe les autres régions du monde, la région des Amériques a reçu un impact disproportionné à cause de cette pandémie. Notre région héberge 4 des 10 pays comptant le plus grand nombre de cas cumulés et le plus grand nombre de cas cumulés et presque un tiers de tous les décès dus au Covid sont survenus dans notre région. Malgré cet impact disproportionné, les 3/4 des gens en Amérique latine et aux Caraïbes n'ont pas encore été complètement immunisés. Et pour de nombreuses personnes, les vaccins sont encore à l'horizon de plusieurs mois. Alors que tous les pays de notre région ont commencé leur campagne de vaccination, les immunisations suivent les lignes de faille de l'inégalité qui marquent depuis longtemps notre région. Dans les pays qui ont réussi à signer des accords avec les fabricants, les campagnes de vaccination sont continues et le taux de couverture continue à augmenter. Plus de 60% des gens ont été totalement vaccinés au Canada, au Chili, en Uruguay, et plus de la moitié de la population nord-américaine a reçu toutes ces doses. Malheureusement, les pays avec une forte couverture vaccinale sont l'exception dans notre région. Des retards dans la production, des interdictions d'exportation et des limitations dans la fourniture de vaccins signifie que beaucoup des pays de notre région attendent toujours des doses depuis des mois maintenant. Plus d'un tiers des pays de notre région doivent encore vacciner 20% de leur population. Et dans certains endroits, la couverture vaccinale est encore bien inférieure. Les taux de vaccination sont encore à leur début dans plusieurs pays des Caraïbes et d'Amérique du Sud, et la couverture est toujours à un chiffre dans les nations d'Amérique centrale comme le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, sans parler d'Haïti et du Venezuela, où des systèmes de santé publique fragiles et des défis politiques n'ont fait que retarder les campagnes d'immunisation. Et il nous faut fournir
540 millions de doses de plus pour garantir que chaque pays dans les Amériques puisse vacciner au moins 60% de la population. C'est la raison pour laquelle il nous faut augmenter l'accès au vaccin dans notre région, surtout dans les endroits qui sont en retard. Si l'on garde ceci à l'esprit, je voudrais vous présenter 3 priorités qui nous permettraient d'accélérer la couverture vaccinale dans notre région. Premièrement, il nous faut plus de dons. Nous exhortons les pays du monde qui ont des excellents de nous donner ces doses qui sauvent des vies. Et avec le retard de production, les dons restent le meilleur moyen et le plus rapide pour obtenir des vaccins pour les gens. Aujourd'hui, certains pays sont déjà en train de procéder à un rappel, alors que certaines personnes luttent encore pour obtenir leur première dose. Nous rappelons aux pays du monde entier que le meilleur moyen de nous protéger contre les variants préoccupants comme le variant Delta est de garantir que tout le monde est vacciné partout. Notre meilleur choix est par conséquent de faire le maximum avec les doses dont nous disposons immédiatement. Cela m'amène à mon deuxième point. Il faut que ce soit les mesures de santé publique et pas la politique qui guident notre réponse à la pandémie. Vu qu'il y a un nombre limité de vaccins, les pays devraient donner la priorité des doses aux plus vulnérables, aux personnes âgées, aux professionnels de santé et à ceux qui sont atteints de maladies préexistantes. Trop de personnes dans ces groupes vulnérables restent encore à vacciner, même si les campagnes de vaccination ont touché d'autres personnes qui étaient moins à risque. Donc, nous continuons à demander instamment aux pays de suivre les données de la science, autant en développant des campagnes de vaccination pour protéger les gens les plus vulnérables et en appliquant les mesures de santé publique qui peuvent faire tomber les taux de transmission. Et pour terminer, nous avons besoin que les pays administrent les vaccins dès leur arrivée. Quand les pays administrent ces doses très rapidement, c'est juste le début et que nous en savons davantage de doses, les pays doivent assurer que la logistique suit. Cela signifie également qu'il faut embaucher et former plus de professionnels de santé pour administrer ces vaccins et organiser des campagnes de communication pour que la population dispose de toute l'information dont elle a besoin pour savoir où et quand se faire vacciner. L'OPS aide les pays également dans toutes ces phases de préparatifs et nous travaillons main dans la main avec les pays pour surmonter tous ces obstacles à la vaccination de la COVID. Et je veux parler des seringues. Oui, les seringues. Le fonds rotatif de l'OPS a permis de garantir 80 millions de seringues cette année et nous travaillons avec les pays pour suivre la demande et garantir qu'il y a suffisamment de seringues pour les vaccins. Notre objectif est de protéger autant de personnes que possible et le plus rapidement possible avec les vaccins. Pour atteindre cet objectif, il nous faut collaborer pour maximiser l'impact des vaccinations de la COVID et pour améliorer l'accès à ces vaccins de façon significative. Le fonds rotatif de l'OPS est en train de concentrer la demande de plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes pour garantir plus de doses dans les prochains mois et combler les failles existantes. Nous pensons au-delà de cela et nous développons des plans pour améliorer la capacité de fabrication régionale des vaccins. La semaine dernière, nous avons lancé une nouvelle plateforme qui rassemble des partenaires autour de cette vision partagée de donner une impulsion à la production de vaccins en Amérique latine et aux Caraïbes. Les Amériques ont un héritage, une histoire de campagne de l'immunisation qui est fondée sur la coopération. Nous devons choisir cette solution pour sortir de cette pandémie. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant à répondre aux questions que nous avons déjà reçues par le courriel et qui nous arrivent à travers le chat et le Q&A. Rappelez-vous de
ne pas oublier d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. La première question qui nous arrive nous vient de Adriana Resté de l'agence France Presse qui nous demande en anglais. Presque un tiers des morts de la COVID sont signalés dans la région des Amériques. Pourquoi cette région du monde a dû porter ce fardeau de la pandémie? Docteur Barbosa, merci pour cette question. Comme ainsi que la directrice l'a signalé, et à travers cette question, il est très clair que les Amériques ont été touchés de façon très sévère par cette pandémie. Je crois qu'il existe deux groupes de causes avant que les vaccins étaient disponibles. Le plus grand problème que nous avions affronté ici sur le continent américain était dû à des déterminants économiques qui ont miné l'efficacité de beaucoup de mesures de santé publique. Et c'est différent de développer des mesures de santé publique dans un pays qui a un tissu social très développé, fort, qui protège les plus vulnérables. Et comparativement à un pays dans l'Amérique latine ou les Caraïbes où il n'y a pas cette protection sociale forte, où les conditions de santé, les gens qui vivent dans les bidonvilles, dans les grandes villes, vivent dans des conditions permanentes qui ne sont pas salubres. Certaines autorités régionales ont mis en question l'usage des masques, ont remis en question l'information médicale qui n'ont pas permis de stopper la transmission. Donc, il nous a fallu collaborer pour pour augmenter l'efficacité des mesures publiques qui ont permis de réduire la transmission dans ces régions. Quand nous regardons les chiffres en Amérique latine et dans la plupart des pays de l'Amérique latine, nous observons un certain plafond. Les mesures qui ont été adoptées ont empêché l'explosion du nombre de cas et ont évité des situations critiques. Cependant, ils n'ont pas réussi à contrôler la transmission, d'où ce plateau. Après l'introduction des vaccins, il y a d'autres facteurs très importants qui ont contribué. La moyenne des gens qui ont reçu 2 doses en Amérique latine et dans les Caraïbes ne dépasse pas les 25%. Donc, on ne peut pas réduire la mortalité avant d'arriver à un taux de couverture plus important. Donc, je crois que les mesures qui peuvent réduire la mortalité, c'est lorsqu'on mélange les mesures de santé publique ce qui est plus important encore, et plus équitable, un accès plus équitable aux vaccins dans ces régions. Certains pays n'ont pas encore atteint la couverture vaccinale de 10% de leur population, donc ils ne sont pas arrivés à protéger les plus vulnérables. Donc, il est très important que dans certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes, soient soutenus par une campagne de vaccination pour proposer à toute leur population locale. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Jasmine Brown de Our News aux Bahamas. Jasmine Brown, question en anglais. L'industrie des croisières a repris dans les Bahamas, mais ces dernières semaines, il y a eu des cas signalés sur les paquebots. Ils disent que le gouvernement des Bahamas déclare maintenant que tous les plus de 12 ans qui sont sur les croisières doivent être vaccinés. Est-ce que les croisières sont un risque vu que les cas sont en franche augmentation dans la région? Docteur Pérez, merci beaucoup pour cette question qui est très opportune, pas seulement pour la région des Bahamas, mais pour tous les pays des Caraïbes liés à l'activité des croisières. Nous sommes très conscients de la pression de la pandémie sur l'industrie touristique et sur les économies nationales également, qui dépendent du tourisme. De même, les efforts que les compagnies de croisière mettent en place, des mesures de protection. Cependant, il est important de prendre en compte que la nature de la transmission de la COVID-19 sur les paquebots dans le monde entier, au début de la pandémie, de même que leur réplication à une échelle moindre pendant 2020, il y a eu aussi
des cas en 2021. Donc, il faut prendre également en compte l'évolution actuelle de la dissémination de la pandémie actuelle. La directrice vient d'en parler et le docteur Jarbas également. Ils ne sont pas liés à la vaccination. La vaccination n'a pas d'impact sur la transmission et les défis qui sont liés pour avoir accès au vaccin et tout son déploiement dans notre sous-région. Donc, en conséquence, toutes les tentatives de rouvrir, recommencer, reprendre cette industrie des paquebots, des croisières, il faut y aller très lentement. Et donc, il y a eu une tribune qui a été publiée en février 2021. La vaccination ne doit pas être considérée comme une garantie contre l'infection ni être exigée. Donc, avec l'OMS, nous sommes en train de publier un document, de republier, qui a été publié en décembre 2021, considération pour une approche respectueuse dans le contexte de COVID-19 pour les voyages. Donc, la version bêta de ce document prendra en compte des mesures personnalisées, appelons-les là-dessus, excepté pour le test de COVID-19 ou le test, sauf pour les gens qui sont totalement vaccinés. Quand on dit totalement vaccinés, il faut que ces touristes aient reçu la dose recommandée, la dernière dose recommandée selon l'OMS, approuvée par les autorités régulatrices 2 semaines avant de voyager. Pour terminer, je dirais, pour illustrer l'approche que les États-Unis ont adoptée, il y a un cadre normatif et réglementaire encore plus exigeant au niveau national aux États-Unis qui définit la responsabilité des autorités nationales, des opérateurs de croisière et des passagers. Ce cadre réglementaire des États-Unis a été publié sur le site du CDC et ils le mettent à jour de façon fréquente. J'espère avoir répondu ainsi à la question du collègue des Bahamas. Merci beaucoup. Merci, docteur. La question suivante nous vient des Bahamas et à niveau régional de Yasmine Brown. Yasmine Brown du Bahamas Guardian qui demande en anglais, est-ce que le variant Delta a été détecté dans un des centres de test des Bahamas? Et Daniel Politi du New York Times qui demande, est-ce que vous pourriez nous donner une mise à jour sur la dissémination du variant Delta dans la région? Est-ce que vous avez une idée pourquoi ce variant ne s'est pas disséminé aussi rapidement en Amérique latine, aux Caraïbes, par rapport aux États-Unis et à l'Europe? Dr Mendes, merci beaucoup de cette question. En close corrélation avec le service de surveillance, il y a eu un séquencement au Brésil et plus récemment au Panama, où le génome complet a été obtenu. Selon les informations les plus récentes dans la banque de données, le variant alpha a été détecté dans la plupart des échantillons des Bahamas, y compris Yordak, qui a été trouvé par l'OMS. Jusqu'à présent, il n'y a aucune trace du variant Delta dans les Bahamas. Cependant, il y a eu en Antigua et Barbuda, Aruba, on a Dominique, Guadeloupe et Barbados. Donc, la circulation dans d'autres, y compris le variant alpha et gamma. Pour la situation régionale, le variant Delta a été détecté dans au moins 4 pays territoires. Cela ne veut pas dire qu'il circule et qu'il impacte la transmission des communautés, mais le variant Delta n'a pas eu de... Il y a eu une espèce de protection croisée pour qu'il y ait une circulation beaucoup d'autres variants et cela a aidé.
à réduire la transmission de la variante Delta. Mais une fois de plus, il est trop tôt pour dire ce qui va se passer. Pour terminer, je veux dire que la dynamique, il faut en savoir plus sur les standards de distribution et de transmission. Rappelez-vous qu'il y a qu'un seul virus SARS-CoV-2. Donc, le message le plus important est de rester prudent et de maintenir les règles de santé publique qui limitent la transmission, l'usage de masques, la distanciation sociale et bien sûr la vaccination. Ils sont tous efficaces indépendamment de la circulation des variants de ce virus. Merci beaucoup, docteur. Les questions suivantes nous viennent de Adriana Sornes de la CNN en espagnol et de Alonso Castillo de la Voz de América. Adriana nous demande si une troisième dose du vaccin COVID-19 est-elle nécessaire ou non. Et dans le même sens, Alonso nous demande quelles sont les options éthiques pour une troisième dose du vaccin aux États-Unis et dans d'autres pays. Le docteur Barbosa, merci de cette question, Adriana et Alonso. Adriana, lorsque nous nous référons au vaccin, nous nous référons au vaccin au pluriel, parce que les vaccins qui sont en train d'être utilisés contre le COVID-19 utilisent des plateformes technologiques différentes. Ils ont des comportements tout à fait différents, une performance différente concernant l'efficacité, la durée de la protection également. Tout ceci fait partie de plusieurs études dans le monde entier. Je pense qu'il n'y a pas de vaccin au monde que l'on étudie autant, combien de temps dure la protection, etc. Ce sont des informations pour chacun des vaccins, pour les différents pays. Et toutes les semaines, le groupe conseiller d'experts de l'OMS qui est la SAGE en anglais, l'évalue toutes les semaines. Il n'y a pas d'aujourd'hui des évidences puissantes qui disent qu'il est nécessaire de recevoir une troisième dose. Ils sont en train d'évaluer des groupes en particulier, mais les informations que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour recommander une troisième dose. Ce que nous savons, et au sujet de quoi nous avons des informations, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas pris la première dose de vaccin. Et ce que nous savons et qu'il y a suffisamment d'informations, c'est que beaucoup de gens ont reçu la première dose, mais n'ont pas reçu la deuxième dose et par conséquent n'ont pas complété la protection. Il n'y a pas de doute pour l'OPS et l'OMS que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'élargir l'accès au vaccin. Ça ne va servir à rien si un pays riche commence à appliquer la troisième dose alors que dans d'autres pays, la transmission continue sans contrôle parce que dans ces pays, ils n'ont pas accès à la vaccination. Par conséquent, la meilleure manière de se protéger tous et d'élargir et d'augmenter l'accès au vaccin, c'est la véritable priorité, tandis que nous continuons avec les évaluations qui se basent sur les évidences scientifiques et se basant sur la protection que propose chacun des vaccins. Et cela dépend des groupes, si ce sont des personnes âgées, etc. Tout ceci doit être évalué à travers des évidences scientifiques. Et les évidences scientifiques ne recommandent pas la troisième dose, mais recommandent d'élargir la vaccination dans la plupart des pays du monde. Alonso de EDCAL. We cannot have a world where some countries are discussing with limited evidence, scientific evidence so far, a third dose, while in many other countries, people are struggling to have the first dose and to complete the vaccination. But I insist, it's not only an ethical and moral problem, it is also a public health problem, because the best public health response is to protect everybody everywhere. This is the way that we can control the transmission, that we can prevent other variants. Prévenir toutes les variants d'émerger et de défier
tous les progrès qu'ils ont déjà atteints. Donc, il est très important d'un point de vue éthique, moral et d'une perspective de la santé publique d'augmenter l'accès à ces vaccins dans tout pays du monde. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Rich Mendes de CNBC La aux question de Rich États-Unis Mendes en qui anglais. demande l'ivermectine a été employé par des gens en Amérique latine comme traitement contre la COVID-19 depuis 1 an maintenant, à tel point que ça a empêché des études cliniques. Les États-Unis ont vu une flambée d'usage de l'ivermectine et des appels au centre antipoison. Qu'est-ce que on peut apprendre de l'usage de l'ivermectine en Amérique latine et quel était le résultat de l'usage très diffusé de l'ivermectine en Amérique latine? Docteur Enrique Pérez, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, j'aimerais souligner que l'OPS met à jour et publie de façon régulière une synthèse des preuves sur l'ivermectine et les autres interactions. Là-dessus, nous avons identifié, évalué et synthétisé plusieurs types d'études. Toutefois, les études en aveugle sont les meilleures pour évaluer l'efficacité de plusieurs interventions et pour formuler des recommandations sérieuses. À partir des preuves scientifiques disponibles que l'OPS et l'OMS mettent à jour régulièrement et ont mis à jour donc ces directives. On a évalué l'efficacité de l'ivermectine en tant que prophylaxie. Quand je parle de prophylaxie, c'est des gens sans COVID, mais qui peuvent être, qui sont à risque quand même, et pour la prévention de complications de la maladie. Et à l'heure actuelle, nous avons identifié, grâce aux méthodologies que je viens de mentionner, 29 essais cliniques qui ont étudié l'effet de l'ivermectine et seulement 15 de ces études ont observé des résultats positifs. Et sur ces études, il y a des études aveugles qui n'avaient des informations incomplètes, malheureusement, et des problèmes méthodologiques significatifs. 7 de ces études de contrôle à l'aveugle, avec des limitations d'échantillonnement, n'ont pas observé de réduction dans la mortalité et la ventilation mécanique et aucun progrès pour la résorption des problèmes. L'OPS et l'OMS recommandent de ne pas avoir recours à l'ivermectine chez les patients qui ont atteint de COVID-19, excepté dans le cadre d'un essai clinique. Il faut donner accès aux médicaments et aux interventions cliniques qui sont prouvées efficaces et pour sauver des vies au fur et à mesure de la progression de la maladie. L'OPS met à jour ses directives et les recommandations thérapeutiques. Donc, les preuves scientifiques les plus à jour sont disponibles sur notre site pour les médecins et pour les associations médicales. J'espère avoir ainsi répondu Rich Mendes et CNBC. Vienen en el chat y también por correo electrónico. José Galeano dice, ¿qué conocemos como información relevante de la variante Mu, recientemente clasificada como de interés por la Organización Mundial de la Salud? Y Alina Díaz de AFP también pregunta si está preocupada la OPS por la propagación de esta nueva variante en América Latina y el Caribe, y qué otros países de la región tienen una alta prevalencia de Mu, además de Colombia. Doctor Jairo Méndez. Muchas gracias por esa importante y oportuna pregunta. La vigilancia genómica implementada tanto por los países como a nivel regional busca establecer precisamente la circulación de las diferentes variantes del virus SARS-CoV-2, incluyendo las llamadas variantes de interés o variantes de preocupación. Según esta clasificación de OMS, recordemos que dentro de las variantes de interés se encuentran aquellos virus de los cuales se sospecha, solo con base en la información genética de que tienen el potencial, es decir, no se cuenta con evidencia o solo con evidencia muy preliminar
para transmitirse más fácilmente o para escaparse de la respuesta inmune y que han generado transmisión comunitaria en varios países, por lo cual deben vigilarse muy de cerca, buscar evidencia adicional y estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento clínico o epidemiológico. En este sentido, gracias al trabajo intenso y la estrategia de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud de Colombia, fue posible detectar en el mes de enero de este año, del 2021, una variante que fue clasificada originalmente como la B.1.621 y recientemente ha sido nominada por OMS como la variante de interés MU. Esta clasificación se basa entonces en hallazgos del genoma que se han visto en otras variantes y que dan cuenta de un potencial aumento en la capacidad de transmisión o una disminución en la respuesta inmune. Sin embargo, aún no hay evidencia sólida para respaldar estas observaciones, por lo cual se debe seguir vigilando de cerca. La nueva denominación de MU no genera realmente, en esencia, ningún cambio ni supone una amenaza o riesgo en particular. Aunque predomina en Colombia, como bien lo sabemos, el virus de hecho ha estado circulando al menos desde el mes de enero en diferentes países y la transmisión comunitaria en la región sigue siendo relativamente esporádica, con casos que se han presentado principalmente en Costa Rica y Ecuador, pero sin un impacto en términos de gravedad, letalidad o aumento marcado en la transmisión. Es importante mencionar que hasta el momento todas las medidas de prevención y control en salud pública, incluyendo el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento físico, el aislamiento de casos, la cuarentena de contactos y, por supuesto, la vacunación con cualquier vacuna licenciada por la OMS, han demostrado ser altamente efectivas para limitar la transmisión de cualquier variante, tanto de interés como de preocupación. Entonces, en ese sentido, con respecto a la nueva variante MU, más que preocupados, realmente seguimos vigilantes, ya que es un proceso que sabemos que va a suceder, que estamos esperando y, como ya hemos mencionado, una variante que ha estado circulando ya desde hace algún tiempo y que realmente no ha generado un impacto significativo a nivel regional. Cambio y espero haber respondido a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Próxima pregunta en inglés dice, what is Question. Les fournitures des vaccins dans la région, quels ont été les résultats de la réunion du 27 août qui a été tenue pour lancer la plateforme régionale pour faire progresser la fabrication de vaccins COVID-19 et d'autres technologies de la santé, et quelle est l'étape suivante? Merci pour cette question. Il est clair que l'OPS se concentre dans cette région sur l'amélioration de l'accès aux vaccins pour tous les États membres et pour réduire la vulnérabilité de cette région aux troubles et ruptures de stock de vaccins et d'autres fournitures. La production mondiale limitée et la répartition inégale des vaccins dans le contexte d'une demande vertigineuse gêne notre réponse à la COVID-19. Nous travaillons pour attirer l'attention des pays développés sur les besoins urgents de dons de vaccins à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Ces dons sont l'alternative la meilleure pour combler le retard critique du déploiement des campagnes de vaccination que le mécanisme COVAX doit affronter. Nous reconnaissons que les pays ont déjà réalisé des donations et que ces dons ont été très utiles à ces pays, mais qu'on est loin encore d'une protection des plus vulnérables et des groupes prioritaires. J'ai convoqué une réunion avec les ambassadeurs des pays qui ont déjà réalisé des dons et qui ont promis de le faire dans le futur pour partager avec eux la situation épidémique sérieuse que nous affrontons et l'accès très limité que certains pays ont malheureusement encore et en leur demandant de faire des dons de vaccins. Autre initiative de notre part pour augmenter l'accès aux vaccins, c'est de recourir à notre fonds rotatif pour acheter des vaccins COVID-19 pour notre État membre afin que les pays puissent compléter le nombre des vaccins disponibles qu'ils achètent en recevant à travers le mécanisme COVAX et qu'ils aient une quantité suffisante pour contrôler la transmission de la maladie. Nous avons déjà reçu des demandes de la part de 24 pays pour ces vaccins qui seront mis à disposition au dernier trimestre de cette année et en 2022.
La semaine dernière, nous avons lancé notre nouvelle plateforme régionale, qui est un composant de notre travail pour renforcer la capacité de fabrication en Amérique latine et aux Caraïbes. La première initiative concrète grâce à cette plateforme va être de faciliter le transfert de technologies pour garantir une capacité régionale de fabriquer des vaccins à ARN messager contre la COVID-19. Nous avons reçu jusqu'à présent 32 propositions d'entreprises privées et publiques qui veulent participer à cette entreprise cruciale. Ces propositions sont en cours d'analyse et les résultats seront publiés à la fin septembre. Il faut que ce soit clair qu'il ne s'agit pas d'une réponse à court terme, mais l'OPS une partie d'un processus long et durable de la part de l'OPS pour réduire notre dépendance de médecins, de médicaments, de vaccins et de fournitures médicales importées. Au cours de cette pandémie, il est devenu évident combien nous sommes dépendants des fournitures médicales importées qui peuvent connaître des ruptures de stock et mettre en danger la réponse de nos pays contre la COVID. Il nous faut être mieux préparés pour répondre à des urgences futures et augmenter l'accessibilité de nos systèmes de santé. L'OPS veut également disposer de tous les produits médicaux qui peuvent être produits par cette plateforme régionale. C'est une initiative pour des biens de santé publics qui ont recours à un fonds stratégique pour les médicaments et le fonds rotatif pour les vaccins. Merci beaucoup, Dr. Etienne. La question suivante nous vient de Florencia Truco de CNN en espagnol à Atlanta et de Daniel Colline de TN23 Guatemala. Florencia nous dit le régulateur sanitaire mexicain COFEPRIS a émis un avis favorable pour autoriser l'utilisation d'urgence du vaccin Abdala développé par Cuba. Ils ont expliqué que cet avis représente un pas en avant dans le processus d'autorisation finale. Florencia nous demande de commenter cette nouvelle en provenance du Mexique. Et Daniel Colline nous demande si le vaccin Abdala pourrait-il être une option d'achat par le biais de l'OPS pour les pays qui ont des difficultés à s'approvisionner auprès d'autres marques suite à l'avis favorable de COFEPRIS au Mexique. Docteur Barbosa, il y a toujours beaucoup de curiosité sur les nouveaux vaccins, le registre des vaccins, etc. Mais je voudrais éclaircir que chaque autorité sanitaire a ses propres règlements sur lesquels ils basent leur opinion. Donc, le Mexique, les États-Unis, l'Anvisa au Brésil, etc. Chaque autorité sanitaire a son cadre légal dans chaque pays et se basant sur ce cadre légal, évalue les vaccins, les médicaments et octroie ou pas un avis favorable ou une licence définitive. Nous ne faisons pas de commentaires au sujet des décisions prises par les autorités réglementaires de chaque pays. C'est une décision souveraine de chaque autorité. Une des coopérations techniques les plus importantes de l'OPS pendant la pandémie a été le soutien aux autorités des régions. Toutes les 2 semaines, nous avons des réunions avec les autorités réglementaires pour aider avec des informations pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Et ceci est valable pour tous les pays. Pour acheter un vaccin à travers le fonds renouvelable de l'OPS, le vaccin doit être autorisé, préqualifié ou ayant l'autorisation d'utilisation d'urgence par l'OMS. Ça a toujours été une règle du fonds renouvelable. C'est un niveau de sûreté, de sécurité et de garantie de la qualité et d'efficacité pour tous les produits et tous les vaccins que nous achetons ou que par le fonds renouvelable. Par conséquent, le vaccin produit à Cuba n'a pas encore l'autorisation d'utilisation d'urgence octroyée par l'OMS. C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'acquérir à travers le fonds renouvelable.
Nous reconnaissons les efforts qui sont faits dans chacun des pays pour développer et produire des vaccins pour le COVID-19, pour lutter contre le COVID-19. Et c'est un effort très important et nous invitons tous les pays qui sont en processus de fabrication et de validation des vaccins qu'ils nous contactent pour faire la demande d'évaluation de la part de l'OMS pour pouvoir obtenir l'autorisation d'utilisation d'urgence. Nous ne pouvons pas faire d'exception. Il faut absolument avoir l'autorisation pour pouvoir l'acquérir à travers le fonds renouvelable. Nous pouvons aider pour que le pays et conseiller pour que le pays puisse obtenir cette autorisation. Mais seulement les vaccins qui ont déjà cette autorisation sont des vaccins que le fonds renouvelable peut acquérir à travers le mécanisme COVAX ou à travers une initiative dont nous a parlé notre directrice, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir des vaccins pour les pays de la région. Tous les vaccins qui sont proposés, ce sont des vaccins qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence octroyée par l'OMS. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient Kayling Romero de Confidential au Nicaragua qui nous demande quelles sont les recommandations que l'OPS peut donner aux autorités du Nicaragua pour réduire l'augmentation de contamination et réduire le COVID-19. Est-ce que l'OPS sait quel est le chiffre total de vaccins contre le COVID-19 que le Nicaragua a actuellement et quand est programmée la remise de plus de vaccins? Docteur Enrique Pérez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Kéline, pour cette question. Tout d'abord, les données officielles que nous avons de la part du ministère du Nicaragua nous a montré qu'il y a eu une augmentation de 12% lorsque nous comparons les incidences pendant 2 semaines. Nous avons aussi d'autres chiffres qui nous disent, basés sur les évidences, que les cas sont distribués dans tous les départements et de 144 municipalités communes. Les départements les plus touchés, nous savons que c'est Managua, Estelima, Calalpa, Madrid et Chontales et Guillón qui présentent plus, qui ont une incidence de nouveaux cas plus importante. Concernant les mesures, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas de recette unique en termes de résultats que nous puissions obtenir pour la prise de décision qui concerne les mesures sociales et de santé publique. La base de tout processus pour la prise de décision devrait contenir 2 facteurs importants. Tout d'abord, la disponibilité de données précises et la capacité de les analyser, de les contextualiser. Numéro 2, la capacité d'obtenir un bon équilibre entre diminuer la transmission du virus et pour continuer à avoir les services hospitaliers dans leur capacité et en même temps minimiser les risques socio-économiques. Les pas qui ont été pris et qui ont été efficaces dans plusieurs pays de notre région et qui s'appliquent au Nicaragua également, et d'identifier les cas possibles, analyser et isoler ces cas de toutes les personnes et identifier et mettre en quarantaine les personnes proches à ces cas suspects. Et pour ceux qui développent des symptômes, ils puissent être isolés et qu'ils aient un suivi médical, utiliser les masques dans les endroits publics où il y a une transmission communautaire et toutes les mesures dont nous avons parlé, la distanciation physique, etc., sont des mesures importantes pour les soignants, le personnel soignant, l'utilisation continue de masques ainsi que les soignants qui travaillent dans des cliniques ou dans leurs activités de routine. Pratiquer l'hygiène des mains, la distanciation physique lorsque ceci est possible, l'étiquette respiratoire qui est fondamentale, éviter les endroits où il y a des agglomérations ou des espaces confinés, fermés, avec peu de ventilation.
et d'aération. Ce sont tous les aspects qui nous semblent être fondamentaux. Concernant la question des vaccins au Nicaragua, on a appliqué déjà 648 000 doses environ et de celles-là, 340 000 ont été la première dose et 202 680 la deuxième dose, c'est-à-dire qu'il y a un total d'environ 200 000 doses complètes environ. Au Nicaragua, il n'y a eu qu'une remise de vaccins à travers le mécanisme COVAX à cause des problèmes de marché, mais des pays tels que la Norvège, l'Espagne, etc., heureusement, ont fait des dons de vaccins et le pays, à travers des accords bilatéraux avec la Russie, a réussi à continuer la vaccination. Nous savons que ce vendredi, il y aura 333 700 vaccins arriveront grâce aux dons d'Espagne et d'autres dons d'Espagne avec 690 doses sont en processus d'acquisition. Et il y aurait également la 4e, 5e et 6e dose de AstraZeneca, Pfizer, et qui représenterait 485 870 doses de plus pour le pays. J'espère avoir répondu à vos questions du Nicaragua. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Katia Rojas de Destino Panama. Quelles sont les informations au sujet du variant C.1.2 qui a été détecté au Royaume-Uni? Docteur Jairo Mendes, s'il vous plaît. Merci de cette question. Concernant de ce soulignage du variant Delta dans ces pays, en réalité, ça a circulé très peu. Nous n'avons pas beaucoup de séquences. Nous n'avons pas d'évidence qu'il y ait une grosse évidence. Concernant la CN2 qui a été détectée il y a peu de temps, la CN.1.2, et ce lignage a été géré à travers d'un processus d'évolution à partir d'autres. Et l'on pense que ça a surgi au mois de mai. En outre d'Afrique du Sud, il a été reporté des séquences en Angleterre, en Suisse, au Chili, à Maurice et en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas eu de rapport ou d'évidence de ce nouveau variant dans notre région. Jusqu'à présent, nous n'avons que des informations dérivées où on voit qu'il y a une constellation de variants qui sont communes. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune analyse ou aucun essai qui nous ferait penser que ce variant a une augmentation concernant la transmission. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'il y a eu des informations génétiques et nous pensons que ça pourrait arriver à avoir un impact. Mais maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations suffisantes et beaucoup d'études se feront à ce sujet. Concernant la CN.2, le variant, la BA621, pardon, qui est en Colombie, on fait beaucoup d'études et on a détecté ce variant en Colombie, qui circule non seulement en Colombie, au Brésil, mais et qui a été nommé la B16.21. Ceci s'est basé sur des trouvailles de génome qui ont été vues dans d'autres variants et on a des informations et des évidences encore très préliminaires. Ce sont des observations, donc il faut le suivre de très près. Cette nouvelle dénomination de MIO ne représente pas un risque en particulier et comme nous l'avons déjà dit,
bien que ça domine en Colombie, ça circule depuis plusieurs mois, depuis le mois de janvier. Surtout, on l'a vu au Costa Rica et en Équateur et très rarement dans d'autres pays, mais sans aucun impact en termes de gravité ou de mortalité. C'est ce que nous pourrions dire en ce moment au sujet de ces nouveaux variants. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Melina Ochoa du Mexique et nous demande si l'OPS veut une réduction des cas au Mexique et s'il prévoit un rebond concernant les retours présentiels des activités dans les pays. Docteur Enrique Pérez, merci beaucoup pour cette question qui nous vient du Mexique. Si nous comparons les semaines génomiques 34 avec 34, cette semaine maintenant, c'est notre semaine 35, c'est-à-dire les 2 semaines précédentes. Il y a eu une diminution de 11,3% de réduction des cas au Mexique, mais néanmoins, il y a eu une augmentation de 8,6% concernant la mortalité. C'est pour cela qu'il nous semble que c'est important qu'il y ait que la communication de risque soit toujours communiquée et mise à jour pour les mesures de prévention, pour rectifier les informations à la population et informer quels sont les indicateurs pour l'évaluation des risques et également quelles sont les mesures sanitaires ponctuelles à suivre. Garantir la continuité de l'élargissement de l'attention au sujet du COVID-19, l'attention primaire de la santé, pour répondre de la manière la plus efficace à ce qui est en train de se passer en garantissant le maintien des services essentiels. Concernant les écoles, il n'est pas nécessaire de dire que les écoles sont essentielles pour la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, des adolescents. L'éducation est un point clé pour réduire la pauvreté et sauvegarder le développement durable. Nous en avons parlé, notre directrice en a beaucoup parlé lors de ces sessions. Nous savons que les écoles fermées, il y a plus de probabilité que les enfants passent par des problèmes de violence, de faim et de santé et de nouveaux. Mais c'est pour cela que si l'apprentissage et l'école présentielle puissent revenir, ceci dit, l'OPS recommande que l'ouverture des écoles soit faite par étapes et que soit prise en compte la situation épidémiologique locale et savoir que ceci peut changer pour tout d'un coup. Le Mexique, qu'ils suivent les mesures de prévention, l'hygiène, les masques, la ventilation, etc. Le Mexique prévoit une sensibilisation des professeurs concernant les élèves avec une évaluation locale des risques pour la mise à jour de ce qui se passe, tel que ceci est imposé dans les manuels pour le retour en classe et également pour les rentrées scolaires, et que les écoles soient responsables et suivent ce manuel publié par le ministère de la Santé et les autorités de santé du Mexique. C'est ce que je pourrais répondre. Merci, docteur. Et la question suivante de Joaquín Martela de Bolivie nous demande que pourrions dire aux personnes qui disent que la pandémie n'existe pas et que c'est une tromperie. Docteur Barbosa, merci de cette question. Je crois que nous sommes au mois de septembre. Et nous savons que ceci a un impact très important sur la santé, avec des millions de morts, un impact énorme sur la société. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de pandémie, que la pandémie est comme quelque chose qui n'est pas vrai, qui est faux,
Ce sont des messages qui, malheureusement, aujourd'hui, sont partagés par des réseaux sociaux. Il est important d'attirer l'attention sur ce point, que ce que l'on appelle aujourd'hui l'infodémie, ça peut être un danger énorme qui est presque une maladie parce que fréquemment, des informations fausses sont partagées, comme si la pandémie n'était pas un problème, comme si les gens ne mourraient pas de COVID-19, comme si toutes les données de tous les pays qui nous viennent de plusieurs gouvernements, de plusieurs positions politiques sont tous d'accord sur ce point. C'est un impact énorme sur le monde, sur la société. Et fréquemment également, il y a des informations fausses sur les vaccins, comme que les vaccins sont encore en train d'être expérimentés. Ce n'est pas vrai. Les vaccins ont été utilisés en plus de milliards de personnes dans le monde entier, sont le produit médical sur lequel nous avons le plus d'informations dans toute l'histoire récente du monde. Il est par conséquent très important et la meilleure réponse à ceci est toujours de chercher les informations qui vous viennent de sources fiables sur la page de l'OMS. Tous les professionnels de santé peuvent trouver des informations au sujet des vaccins, sur les données de la pandémie, les cas, les décès, les voies techniques de comment faire dans chaque situation, c'est-à-dire chercher toujours qui vous viennent sur des sites électroniques qui puissent prouver, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui essaient en ce moment de douter de la pandémie et également de la pandémie et les vaccins. Ce n'est pas vraiment une blague, tout ceci. Ceci peut avoir des conséquences terribles. Il faut que ce soit pris très sérieusement et chercher des informations où il est possible de prouver la source, la véracité des données. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les questions suivantes nous viennent du Venezuela qui nous demande si les premiers vaccins sont en train d'arriver à travers le mécanisme COVAX. Et Nicole Chapour nous demande combien de vaccins sont arrivés au Venezuela à travers les accords bilatéraux. Docteur Enrique Pérez, merci beaucoup pour ces questions. Voyons, nous avons certaines données que nous pouvons partager avec vous. Le total de doses reçues par le pays représente 4 900 000. Ceci comprend les vaccins de Sputnik, Sinopharm et Abdallah. Nous n'avons pas des informations concernant chacun de ces vaccins. Ce week-end, plus de vaccins de Sinopharm est arrivé, mais nous n'avons pas de données au sujet de la quantité exacte. Quels sont les autres vaccins qui sont en cours à travers des bilatéraux? C'est Sinopharm et à partir du mécanisme COVAX, il y a déjà des ordres d'achat, des bons de commande de 693 000 de doses de Sinovac qui arriveront à la fin septembre. Et l'on espère que les vaccins Sinopharm à travers de COVAX arrivent jusqu'à la fin du trimestre. Pour compléter la question, le pays administrait déjà 9 340 800 doses, desquelles 3 326 547, c'est-à-dire 36%, ont complété des schémas avec la deuxième dose. Et ceci surtout avec Sputnik et Sinopharm et avec une troisième dose par Abdallah. Merci beaucoup, docteur. Nous arrivons à la fin de notre session de la journée d'aujourd'hui. Nous avons certaines questions liées à Haïti en anglais. Est-ce que l'OPS peut donner une mise à jour de la situation sanitaire en Haïti après le tremblement de terre et de quoi on a plus besoin en Haïti? Merci pour cette question sur Haïti et les nouvelles sur ce pays. La plupart des hôpitaux à Haïti
sont submergés et beaucoup d'infrastructures de santé ont été endommagées. Il y a des blessés dans des communes éloignées qui ne reçoivent pas de soins médicaux parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre à des centres de santé ou à des hôpitaux. Il y a le besoin le plus important est de joindre ces gens et de traiter ces blessures et de les acheminer vers des centres de santé où ils peuvent être soignés. Pour ce faire, nous avons besoin plus de travail de logistique pour le transport de gens et de matériel. Plus de 24 400 personnes ont été déplacées à des points de rassemblement et ils ont besoin de services de santé là où ils se trouvent actuellement. L'aide, les équipes médicales d'urgence sont en chemin, d'autres sont en stand-by et pour résoudre ces urgences, nous avons désespérément besoin que les secteurs de santé se concentrent sur l'acheminement de matériel et de services. Beaucoup de gens ont été blessés et beaucoup sont morts. Les affectés sont sud-Guarans, ont une population d'à peu près 2 millions de gens, donc ils ont besoin de soins. Nous travaillons étroitement avec le ministère de la Santé en Haïti et en coordination avec les directions de la protection civile pour répondre aux désastres et pour coordonner l'aide internationale. Ils ont besoin plus de personnel médical, ils ont besoin de médicaments, de fournitures médicales, comme des drogues anesthétiques et pour les blessés. Autre besoin important, c'est le soutien psychologique pour les blessés sur place et pour les gens qui ont été touchés par ce tremblement de terre. Nous travaillons également pour éviter d'autres épidémies et en même temps que nous luttons contre le COVID et nous essayons d'augmenter la couverture vaccinale. L'OPS a développé plusieurs spécialistes de la part de notre équipe de réponse régionale pour soutenir la coordination sur le terrain, la surveillance épidémiologique, la coordination, les projets d'urgence, la logistique, la coordination d'équipes médicales d'urgence. De plus, l'OPS a déployé 27 tonnes de médicaments et de fournitures, y compris un kit ouragan, un kit contre les traumatismes, un kit abri et autres. Nous travaillons avec les autorités locales et d'autres responsables pour fournir des soins médicaux à la population touchée. La population d'Haïti ne doit pas être oubliée, ne le sera pas et nous continuerons à collaborer pour sortir de cette urgence. Merci de cette question et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre session de la journée d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez trouver davantage d'informations sur la situation du COVID-19 sur la page Internet de l'OPS et également les remarques de notre directrice sur la page Internet juste après cette session www.paho.org. Merci beaucoup de vous connecter et continuons à faire attention à nous et jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup.